une sécession plébis. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne suis pas au café du commerce, donc je vais parler un peu latin. Tous les vendredis, de 19h à 20h, venez retrouver Béranger et Marek au café du commerce sur Open FM. Radio Open FM, vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio, votre radio. Il y a eu une vraie déconnexion qui s'est établie entre une intelligentsia et le peuple. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne suis pas au café du commerce. Alors donc, dans cet extrait de 2000 de Sylmaris, donc il met en lumière, il met en spectacle plutôt le sport tout simplement, où on bouge pas, où voilà, on est assis devant son canapé. L'activité sportive fantasmée, exactement. Et du coup, tu te poses la question, quoi, de savoir c'est quoi le sport finalement. Est-ce que il s'agit de s'asseoir, de regarder un match ou de se bouger, de se lever, quoi. Ça fait une belle transition avec la suite, le débat du 8 mai. Que faire? Que faire Alors, lutter contre la malbouffe. On peut déjà prévenir nos auditeurs que rester assis devant sur son canapé, les doigts dans le nombril, ça ne changera rien. Il va falloir se bouger les fesses pour résister à ce problème de la malbouffe. Et pour nous trouver des arguments, nous avons donc convié Clément. Il est venu, mais vraiment, je le répète, sérieusement, avec des fiches. Un vrai travail de fond, on en a discuté avant l'émission. Le type, il nous a mis par terre. Donc... Alors, bien avant, si vous voulez, juste rappeler encore une fois aux auditeurs qui peuvent intervenir directement dans l'émission. Ouais. Donc, on a un numéro maintenant. Vous appelez au 05 55 56 21 44. Donc, je répète, 05 55 56 21 44. Ou sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, #OCaféCom. OCAFE. COM. Voilà. On a déjà eu quelques réactions d'ailleurs, on les lira bien sûr à l'antenne tout à l'heure. Les auditeurs seront récompensés et c'est bien normal. Voilà. C'est bien normal. Donc, messieurs, soyons clairs, soyons concis. On parle des problèmes de la malbouffe. Quelle solution peut-on trouver? Donc, la réflexion basique, c'est de mieux manger. Mais mieux manger, ça veut dire quoi? Je pose la question à Béranger, je pose la question à Clément. Mieux manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi et surtout ça vient de qui, je pense. Est-ce que c'est le consommateur qui doit, lui, aller chercher une meilleure alimentation ou est-ce que ce sont les industriels qui doivent proposer une meilleure alimentation? D'accord. Comme je le rappelais tout à l'heure, avec le niveau d'agriculteurs qu'on a dans le pays, 1%, le consommateur, il a entre guillemets pas le choix. C'est-à-dire qu'il est soumis à des vannes de production, une industrie, les hypermarchés, il va consommer ce qu'on lui donne. C'est presque ça, non? Exactement. C'est bon, tu es d'accord avec moi, Béranger? Oui, complètement. Manger, oui, effectivement, c'est bien de nuancer. Ça vient de qui? C'est nous, c'est le producteur. Et comme vous le dites, c'est effectivement, on n'a pas le choix. On est des consommateurs. Après, voilà, si on est des consommateurs éclairés, on peut mieux orienter nos choix, mais effectivement le producteur généralement c'est lui qui... Je sens que Béranger, tu as envie de nous éclairer en tant que consommateur, nous t'écoutons. Vous éclairez, je sais pas, vous éclairez. Alors moi, en solution, donc on parle de... Tout à l'heure je parlais de manger bio. J'ai pas beaucoup insisté sur l'aspect santé, parce que aujourd'hui c'est pas une question elle n'est pas encore tranchée, cette question-là. C'est-à-dire que il ressent encore des dernières recherches, si tu veux. Donc j'ai encore regardé dernièrement lundi sur TF1. Donc une recherche qui est en cours, donc au niveau de l'INRA, où ils disent que aujourd'hui on ne sait pas encore si manger bio, ça permet d'avoir plus d'effets bénéfiques ou pas sur la santé. Et à contrario, dans le même sens, ils n'arrivent pas à dire aussi si le fait de manger plus de pesticides, donc lié à l'alimentation, le fait de retrouver des pesticides liés à l'alimentation intensive dans le corps, est-ce que ça a des conséquences ou pas? Donc aujourd'hui, c'est là qu'on en est. On ne sait pas si oui ou non, c'est manger bio, il y a une différence ou pas. Maintenant, avant, si tu veux, un peu plus tôt, donc en 2004, donc il y a une recherche qui a été réalisée, donc une étude qui a été réalisée en Suède, donc une famille de 5 enfants. Donc ils ont pris, ça s'est fait sur 3 semaines. Dans une première semaine, ils ont laissé la famille manger normalement, donc manger industriel. Ils ont fait des prélèvements. Donc à l'issue des prélèvements, on a remarqué qu'il y avait une forte teneur en pesticides dans le corps, qui n'a pas dépassé la limite, mais il y en avait quand même dans le corps. Ouais. Donc ils ont fait pareil avec l'alimentation bio cette fois-ci. Donc en une semaine, et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de pesticides dans le corps. Logique. Voilà. Donc, alors, je dis ça, mais je dis rien. Mais ça répond pas à la question, est-ce que c'est dangereux pour la santé, ce que tu viens de nous dire? Voilà, c'est ça. Juste, on a des pesticides dans le corps, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faudrait pas mieux appliquer le principe de précaution dans ces cas-là, de dire, exactement, pesticides, on sait pas trop ce que ça fait au corps. Voilà, dans le doute, on mange bio.
Puisque dans tous les cas, on sait que manger bio, ça n'a pas de conséquences, en tout cas pour l'instant, pas de conséquences négatives pour la santé. Clément, est-ce que tu es d'accord avec cet argument-là? Je pense que c'est des sujets qui sont tellement complexes à cause de la taille de la mondialisation d'aujourd'hui que voilà, c'est très compliqué de trouver des réponses très concrètes parce que manger bio, pourquoi pas, mais moi, est-ce que ça va nourrir aussi une planète? Tu parlais tout à l'heure de faire pousser sur des balcons, des choses comme ça, ou des jardins en hauteur. Est-ce que ça va suffire pour nourrir toute la population mondiale? J'en suis pas sûr. Après, le bio, aujourd'hui, si on le mange, bien sûr, il y a moins de risques, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a moins de risques. Mais est-ce que demain, ça suffira? Alors, moi, je vais juste te prendre l'exemple des pays du Sud, hein. Donc du Bénin ou de quel pays tu veux. Généralement, en milieu rural, les gens, ils n'ont pas autre choix que de manger ce qu'ils produisent, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au supermarché acheter, voilà, un truc, un produit industriel, tout ce que tu veux. Ils produisent dans des lopins de terre, ils mangent ce qu'ils produisent. Et ça, c'est quelque chose, un système qui est en place depuis des années. Aujourd'hui, on peut peut-être déplorer le fait qu'avec le boom économique en Afrique et donc l'augmentation du pouvoir d'achat, les gens ont tendance à beaucoup plus aller dans le supermarché. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un système qui est toujours ancré. Les gens ont toujours mangé ce qu'ils produisent, ce qui, quelque part, permet quand même à l'État de pouvoir mieux répondre aux besoins finalement. C'est-à-dire, c'est un système où, dans les pays du Sud, les gens, ils mangent que ce qu'ils ont produit parce qu'ils n'ont pas les sous. Tu vois. Et donc je pense que si tout le monde se met dans ce système. Oui, mais c'est pas dans les pays du Sud où il y a des gens qui meurent de faim? Oui, ils meurent de faim, enfin, ça c'est sûr. Mais il faut nuancer aussi. Hein. Quand on dit que les gens meurent de faim, bon après là c'est peut-être dans le désert ou dans les zones arides. Mais en milieu rural, c'est vrai que les gens ils mangent peut-être pas 3 repas, mais ils meurent pas de faim. Ouais. Ils sont peut-être pas une alimentation équilibrée, mais ils mangent quand même. On est dans une économie de rareté. Ouais, voilà. Donc on fait attention aux besoins, tout ça, enfin à la consommation, tout ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui on a des exemples enfin, après il faut le dire, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas s'ils avaient le choix, je pense qu'ils seraient en pleine consommation comme ici. Ouais. Mais je veux juste mettre en lumière le fait que si dans d'autres les gens ont pu quand même se contenter de ce qu'ils ont à manger. Enfin, de ce qu'ils ont mangé, effectivement, ben, c'est que ailleurs, ça peut se faire. Donc, tout est une question de pouvoir faire la nuance entre besoin et nécessité ou entre, voilà. En fait, il y a aussi l'industrie derrière, agroalimentaire, le lobbying qui est derrière, qui fait que les gens, ils n'ont pas le choix, ils ont envie de manger. Et les enfants, à l'arrêt de bus, page publicité à la télé, enfin, tout ce que tu veux, t'as la publicité qui fait que les gens, ils ont envie de consommer. Tu fais bien de parler de ton lobby agroalimentaire, de l'industrie et tout ça, parce que justement, est-ce que l'industrie est très forte, très réactive, elle a généralement un temps d'avance sur sa propre contestation. Est-ce qu'elle a déjà pas pris ces problèmes à bras le corps et les a traités de telle sorte à ce que même le label bio soit récupéré, mangé par la machine est-ce qu'on va faire, comme je t'ai demandé tout à l'heure, de l'industrie bio, et ce qui serait entre guillemets un peu absurde, parce que voilà, la critique de la société de consommation et du modèle de production qu'elle induit, c'est aussi remettre en cause ces fondements qui sont l'économie à grande échelle, les gros monstres qui asservissent des consommateurs à leur mode de production. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est complètement d'accord, oui. Voilà. Vas-y. Oui, c'est clairement l'industrie bio. Aujourd'hui, il y a plus d'un produit sur 4 ou sur 5 qui vient des grandes fermes bio allemandes. Donc c'est clairement dans l'industrie de masse et avec un label, c'est le label qui se dit bio. Et d'ailleurs, il me semble bien qu'en France, le label bio, un produit qui est bio, pas aux mêmes normes françaises, mais qui est importé et qui est bio de son pays d'origine et qui vient par exemple en France, sera quand même considéré comme bio. Produit dans un autre pays avec d'autres normes, mais bio. Bah oui. Non, mais c'est clair. Le label bio, c'est comme une marque sur les chaussures. C'est la marque Nike. T'as la marque label bio sur les exactement. Parce que ça permet de faire vendre. Bah oui, tout simplement. Et le pire, c'est que des fois, tu te rends compte que même les produits sont étiquetés bio, mais les contenants sont même pas biodégradables, quoi. Tu vois. T'as des contenants qui vont pas au tri, mais à l'intérieur, t'as du produit bio. On voit aussi, les fruits et légumes qui sont emballés dans un fruit emballé par film plastique. C'est ça, exactement, voilà. Donc il y a une grosse question, quoi. C'est un peu le bordel. Et pour revenir un peu à ce que tu disais, effectivement, les grosses firmes aujourd'hui, je vais pas citer de nom, mais t'as des grosses firmes, donc des gros pétroliers,
donc des magnats du pétrole qui derrière sont aussi propriétaires de films bio ou de machins bio. C'est effectivement une grosse industrie qui a derrière et qui entretient les choses comme ça, quoi. Et ces gens-là aussi, généralement, ce sont des bailleurs de fonds, des politiques. Hein, ce sont aux États-Unis par exemple, je sais plus trop comment il s'appelle, mais t'as une grosse firme industrielle donc d'agroalimentaire qui a contribué à hauteur de pratiquement 70% au financement de la campagne de Barack Obama. Et dans ce contexte, c'est difficile de dire non, quoi. Ouais. Ah bah les Ricains sont les meilleurs dans la récupération. Un jour ils vont nous faire McDo bio, un truc comme ça. Alors figure-toi que ce que tu dis c'est totalement vrai, que le premier McDonald's bio est sorti en Allemagne. Non. Ils ont fait le burger bio en Allemagne il n'y a pas longtemps. J'avais trouvé ça sur internet. Eh ben. Voilà. Non mais s'ils le font, on y est. Nous ça nous fait rire, mais s'ils le font, c'est que ça peut marcher, quoi. Il y a des gens qui vont entre guillemets déculpabiliser d'aller manger à McDo parce que McDo, voilà, il y a le label bio, du coup, bon appétit. Ben oui. Mais après, tout est une question de définition. Si manger bio, c'est juste manger ce qui a été produit, voilà, biologiquement, on est d'accord. Mais si manger bio, c'est pas que tout ce qui a été produit biologiquement, c'est-à-dire vraiment dans le processus de production, le bilan carbone, le transport, tout ça, je pense que là, la question, elle se pose autrement, on n'y est plus. Enfin. Effectivement, oui. Non, alors moi j'aimerais bien que c'est des sujets qui me passionnent, hein, mais tu parlais tout à l'heure, hein, même dans ta chronique, tu parlais du bilan carbone. C'est très compliqué parce que également aujourd'hui, si tu achètes une rose, entre une rose qui vient des Pays-Bas ou du Nigeria, la rose qui vient des Pays-Bas consomme plus en bilan carbone. Ouais. Parce qu'il y a besoin de plus d'énergie. Donc la distance n'est pas forcément il faut nuancer. Ouais, voilà, c'est l'avantage de l'industrialisation, c'est le côté quantité, ça permet aussi de diminuer ce côté justement bilan carbone. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. On sait bien que l'industrialisation de masse, c'est complexe, c'est pas très sain, etc. Mais en même temps, il y a des avantages parce que le bilan carbone, sinon, c'est complètement dérisoire. Je pose une question par rapport à ce bilan carbone. Moi, est-ce que le consommateur, du coup, voilà, là depuis tout à l'heure, on parle, messieurs, mais on est en train de remettre en question ce truc du label bio et tout ça. Donc, en gros, c'est compliqué de manger mieux. Est-ce que le consommateur devrait pas se responsabiliser en se disant le bilan carbone, toutes ces choses-là dont on me parle à la télé, qui sont des calculs de technocrates bruxellois, est-ce que je devrais pas, moi, me responsabiliser et faire en sorte de savoir que ce que je mange vient d'à côté de chez moi, est produit de manière responsable, et du coup, j'ai pas besoin qu'on me dise à la télé comment je dois manger. C'est moi qui dois me réapproprier ma manière de consommer, parce que ce que je mange, c'est ce que je suis. Mais exactement, de mon point de vue, c'est effectivement la meilleure solution aujourd'hui, c'est que les gens puissent se responsabiliser, qu'ils puissent voilà, se mettre dans une dynamique de circuit court, manger local, manger territorialement, parce que ça me permet non seulement de manger, comme tu dis, manger sain, donc d'éviter le bilan carbone et de créer de l'activité aussi dans ma commune. Donc oui, c'est plutôt quelque chose à promouvoir, quoi. Donc le jardin familial, les communes qui s'y mettent aussi, voilà, c'est quelque chose à promouvoir. Maintenant après, effectivement, au niveau du circuit court, il faut quand même circuit court de proximité, attention, parce que rappelons la définition il faut nuancer les choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de 2 intermédiaires, je crois, c'est ça, entre le producteur et le consommateur. Voilà. Un seul intermédiaire. Un seul. Bon, mais rien que ça. Voilà. Tu peux produire aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un seul intermédiaire. Du coup, attention à cette appellation circuit court, c'est de la com. Voilà, c'est de la com. Circuit court de proximité, c'est autre chose. Voilà. Ça vient à proximité de chez soi. Exactement. Faites attention à cette définition-là. Donc, de mon point de vue, effectivement, si on veut vraiment parler de manger bio et sain, on n'a pas encore de preuves, en tout cas manger bio, c'est beaucoup plus manger près de chez soi ou produire soi-même ce qu'on mange. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Clément. Moi, je ne pense pas que le consommateur va pouvoir se responsabiliser. Je vais faire analogie avec la cigarette. On sait tous que c'est mauvais. Pourtant, il y a encore une quantité de fumeurs qui est incroyable. Donc, on sait que c'est mauvais, mais on continue quand même. Ouais. Donc, je pense pas que le consommateur arrivera à se responsabiliser, sachant que dans les burgers, les choses comme ça, ils mettent un taux de sucre qui est extrêmement élevé, qui est vraiment très très élevé, qui rend l'addiction, qui rend addictif. Donc, oui, d'accord, Clément, mais du coup, t'es en train de nous dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, ouais. Si, moi je crois que c'est justement à l'éducation à la base, à l'éducation, la législation, que les lois doivent des normes mettre, voilà, de pas mettre des taux de sucre, de machin, les seuils, voilà, les seuils.
Et après, de forcer les grands industriels, mais ça c'est des lobbying, forcer les grands je pense que c'est peine perdue. Je vais bien être optimiste, mais dis aux industriels d'arrêter le produit. C'est comme ça qu'ils font leur beurre. Ouais, voilà, c'est pas évident. Donc du coup, chacun dans son coin, il mange tranquillement. Il faut réussir à faire de l'argent. Une fois qu'ils arriveront à faire de l'argent avec le côté bonne santé, ils le feront. Ouais, c'est vrai. Mais, va falloir vous demander de s'arrêter, mais tu proposes en gros de remplacer le modèle classique actuel par le même modèle, mais juste plus responsable. C'est ça en fait. Donc, il y a des organisations, je pense qu'il y a des organisations et que les labels soient contrôlés par les politiques, par des labels indépendants. Qui sont soumis à toutes les pots de vin, etc. qu'on imagine. Effectivement, je me rappelle plus trop, c'est juste d'avant trop, mais il y a une association effectivement qui milite donc qui encourage justement les gens à aller vers le bio, à produire localement ce qu'ils ont. C'est dommage, je me rappelle plus du nom, mais effectivement, aujourd'hui, tu as des ONG, des associations qui militent et qui aident les gens à aller, voilà. Et il y a le label, je sais, qui alors c'est pas par rapport au bio ou bien manger, mais c'est le commerce équitable qui lui est assez intéressant, il me semble. C'est le côté justement producteur et qui producteur est bien payé par les super grandes surfaces. Donc ça peut permettre aussi de relancer aussi une économie agricole et de remonter ces 1% d'agriculteurs qu'on a en France. Effectivement. Ouais, donc en gros solution pour la malbouffe. Très très compliqué. Moi, ce que je vous ai ramené, c'est quelques petits conseils du professeur Henri Joyeux, un cancérologue qui pense que c'est notre alimentation justement, notre malbouffe, qui est à la base d'un très grand nombre de cancers. Ça a été, il y a une étude qui a fait du bruit là récemment sur la consommation de viande qui accroît le risque de cancer de je sais pas combien de pourcents. Et pas que le cancer, ça agit sur le cerveau. On devient moins productif. Ah, moins productif, oui. C'est l'industrie qui va être triste. Donc, je vous donne quelques petits conseils de Henri Joyeux qui est dans son bouquin, qui a fait un espèce de best-seller. Ça s'appelle Changer l'alimentation. Donc, 50% des cancers sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Plus ou moins, donc faut le savoir. Premier conseil que donne Henri Joyeux, c'est le plaisir de manger doit rester intact. Si on perd le plaisir de manger, on va tomber dans un système qui ne fonctionnera pas, parce que tôt ou tard, voilà, le plaisir de manger, ça fait partie de l'anthropologie humaine. Si on prend pas de plaisir à manger, ça va pas tenir, quoi. Ça va tenir quelques temps. Vous savez, c'est le fameux truc du régime yo-yo, quoi. Si on s'arrête de manger, effectivement, on maigrit, mais après on va bouffer tellement qu'on va regrossir, quoi. Donc voilà, premier conseil général que donne Henri Joyeux. Éviter la viande, que ça redevienne un aliment spécial. Pendant très longtemps, en Occident, la viande, c'était pendant les grandes occasions. Selon Henri Joyeux, il faut que ça le redevienne. Je vais pas vous donner toutes les raisons du pourquoi, du comment il faut diminuer la viande, mais croyez-moi sur parole. Éviter les produits laitiers. Comme le répète Henri Joyeux dès qu'il est invité dans une émission de radio ou de télé, le lait de vache, c'est fait pour les veaux, pas pour les humains. Donc diminuer la consommation de lait. Il faut rappeler qu'un veau à 1 an, à force de boire du lait maternel, il pèse 350 kilos. Un être humain à 1 an, ça pose 1 kilo. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'est pas pareil que les veaux. Du coup, réfléchissons à ça. Diminuer les gluten. Si de temps en temps vous êtes ballonné, que vous vous sentez souvent fatigué, c'est peut-être parce que vous avez une intolérance au gluten, mais limitée. Du coup, diminuer la consommation de gluten, ça c'est important. Donc, diminuer les pizzas, les viennoiseries, le pain, les biscuits, tous ces trucs-là. Du bio, ça y conseille comme Béranger dit. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ce qui veut dire par là, c'est que si on veut vraiment manger bio, il faut s'en préoccuper, il faut s'interroger sur ce qu'est le bio, il faut s'interroger sur ce qu'est le produit à consommer, faire du sport en transpirant. Tu nous as dit un petit truc tout à l'heure, Clément, qui était pas mal sur le sport. Oui, c'est que il faut faire d'activité déjà régulièrement, pas une fois de temps en temps pour donner bonne conscience, et surtout quand on fait une activité sportive, c'est ce que tu disais, il faut transpirer. Donc c'est à partir des après les 20 premières minutes qu'on commence vraiment à perdre des calories, des vraies calories que l'organisme mettra longtemps à récupérer. Voilà, se purger un peu le corps, il faut y aller, quoi. Donc ce que conseille Henri Joyeux, c'est minimum 30 minutes. 2 fois 30 minutes par semaine, donc minimum. Voilà. Moi, je sais que personnellement, j'y suis parfois, pas tout le temps. C'est pas facile. C'est une question de mobilité aussi qui se pose. Après, tu peux aller courir dans la rue.
Oui. Limite, mais bon, c'est pas facile de Voilà, trouver, exactement. trouver le temps. Il faut y aller. C'est le temps qui Il faut se motiver. Et dans le Limousin, bon, tu vas aller courir dans la rue, ok, mais s'il pleut, c'est Voilà. pas Le super temps agréable. s'y prête pas non Le plus. temps s'y prête pas dans le Limousin, Ouais. il nous aide pas. Hein. Il fait bon en ce moment. Pour profiter. Ouais, On va effectivement. aller courir après l'émission, on va rentrer à Limoges en courant. C'est ça. Vous allez voir ça. Buvez du thé le matin, du thym, du romarin. Le soir, plutôt camomille, tilleul. Buvez beaucoup d'eau. Ouais. C'est L'eau, toujours, effectivement, ouais. c'est un Ça, je truc l'ai qui essayé revient sur- personnellement. Ouais, voilà. Ouais. Avec Buvez de l'eau, l'eau. tu veux beaucoup d'eau, ça te permet de brûler. Ça prend pas mal, beaucoup de graisse. Hein. Ouais. C'est très pratique. Prenez du liquide un maximum. Et de Ça l'eau va. plate, hein, de préférence. Ouais. Pas de, voilà, Ouais. pas de l'eau au frigo, quoi. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Ensuite, voilà, consommer du poisson. Un maximum. C'est des conseils classiques. Consommer des salades, des crudités. Et bon, j'avais prévu de parler un peu de ça, mais on a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas en parler, mais les jus de fruits, les jus de légumes, c'est des choses qui sont très importantes et très nécessaires pour le corps. Allez voir des choses sur internet, il y a plein de vidéos intéressantes qui sont incitatives sans forcément aller trop loin, donc cherchez, je pense à ce que fait Thierry Casasnovas sur internet, c'est assez sympa sur l'intérêt que peuvent avoir les jus pour le corps, pour l'intérêt de se purger, voilà. De l'intérieur. Messieurs, quelque chose à rajouter par rapport à la malbouffe ou pas? Alors, Enfin, moi j'ai les chiffres, hein. J'ai quelques chiffres de Worldmeter. Donc, aujourd'hui, on a, donc aux États-Unis, donc, l'argent dépensé pour les maladies liées à l'obésité aux États-Unis, ça remonte, enfin, ça fait 1 milliard 51 000, non, attends, 151 milliards 585 270 000 et poussière. Quand même, hein, aux États-Unis, de dollars. Hein. Je parle de dollars. En personne obèse dans le monde, on a 538 779 938. C'est quand même des sommes importantes. En ce qui concerne les sommes dépensées en programme de perte de poids aux États-Unis, donc on a 158 103. En fait, c'est en progression. Donc je suis sur Worldmeter, donc il donne les chiffres actuels, actualisés. Donc c'est pas stable, ça évolue. Donc c'est quand même des chiffres alarmants et voilà, il faut qu'on s'y mette, quoi. On est d'accord. Voilà. Clément, quelque chose à rajouter? Ouais, je voulais juste parler d'un petit article que j'ai trouvé sur internet, qui m'a fait un peu rire jaune, mais ça m'a fait quand même rigoler, c'est que aujourd'hui même les moineaux souffrent d'obésité quand même. Non. Les moineaux carrément. Oui, il y a les moineaux parce qu'à force de manger les miettes de gras, etc., qui sont dans les rues, il y a une étude très sérieuse qui a été faite entre les moineaux de ville et de campagne, et les moineaux de ville souffrent d'obésité maintenant, quoi. Carrément. Alors c'est drôle, mais c'est un peu angoissant aussi. Oui, tu te rends compte qu'il n'y a pas que nous qui prenons des coups, quoi. Ouais, non mais ça veut dire aussi qu'on déconne, quoi. Si les moineaux commencent à devenir obèses, on déconne grave. Mais grave. Ça veut dire ça en aussi. tout cas, c'est bon à savoir, hein, tout ça. C'est bon à savoir tout ça. Je voulais terminer, même si c'est pas forcément en rapport, quoique c'est la force de l'anthropologie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils en ont très peu parlé d'ailleurs, et ça m'a fait beaucoup de peine, de la mort de René Girard. Ouais, effectivement, oui. Un philosophe français qui est décédé à l'âge de 91 ans. J'en veux beaucoup aux médias mainstream de ne pas en avoir parlé, parce que c'est un des derniers grands penseurs français qui a proposé du concept. Et donc voilà, je voulais rappeler quelque chose qu'avait mis en avant René Girard. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. C'est complexe sans forcément l'être. En fait, ce qui est important de signaler avec ce personnage, c'est que ce sont ses études universitaires anthropologiques qui l'ont amené à devenir croyant. Donc on a toujours l'impression que la science pousse au contraire à s'éloigner des religions, à devenir un athée militant. Non, pas du tout. Avec René Girard, les choses se sont passées différemment. Comment il en est arrivé à pondre ces théories? Il a lu du Proust, il a lu Shakespeare, il a lu Dostoïevski, et il a vu des constantes dans ses récits qui lui ont fait réaliser que le désir qui est décrit généralement comme quelque chose de personnel, d'individuel, quelque chose qui vient de ses tripes, de soi, était largement un construit qui nous était transmis par les autres, donc un mimétisme. Donc du coup voilà, son concept numéro 1, vous l'avez déjà peut-être entendu parler sans savoir que c'était lui, c'est le désir mimétique, c'est-à-dire que on va choisir des personnes qui nous entourent dans notre entourage et on va les ériger comme modèles et on va dire tiens, il a ça, donc moi si j'ai ça, je serai comme lui. C'est des mécanismes très simples mais qui fonctionnent et qui sont opérationnels. Et lui il dit que ce mimétisme du désir, il a aussi comme corrélat
de faire en sorte qu'il y ait des rivalités. Et c'est pour lui la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on va jalouser son prochain. Et du coup, ça va créer de la jalousie et de la violence dans nos sociétés. Pour lui, c'est le fait le plus structurant des sociétés humaines en général, c'est la violence. Et tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire y compris discuter là comme ça dans une émission, y compris écouter une émission de radio, ce sera un moyen de contenir cette violence. Lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que dans les sociétés traditionnelles, justement, pour contenir cette violence, on va fabriquer des boucs émissaires, c'est-à-dire que plutôt que les gens se tapent sur la tête, on va désigner quelqu'un extérieur à la communauté pour déchaîner la colère, déchaîner la violence. Du coup, ça va permettre à la société de garder une forme de cohérence. C'est le fameux meurtre fondateur qui a inspiré les religions abrahamiques monothéistes. Du coup, je vous lis une petite citation de René Girard. La culture humaine consiste essentiellement en un effort pour empêcher la violence. Béranger me dit de me taire, mais je continue. Pour empêcher la violence de se déchaîner en séparant et en différenciant tous les aspects de la vie publique et privée qui, si on les abandonne à leur réciprocité naturelle, risquent de sombrer dans une violence irrémédiable. Donc lui, en fait, ça permet de réviser la vision qu'on a des religions habituelles, qui est de dire que les religions servait à un contrôle social, à affaiblir la population, à asservir la population. Lui, au contraire, il disait que c'était une manière pour la population de vivre ensemble, le vivre ensemble, qu'on aime sortir énormément en ce moment. C'est une manière de répudier, de contrôler la violence qui émanait de ces religions. Donc voilà, il prend le parti de défendre les religions parce qu'elles permettaient une cohérence sociale. Il décrit le problème des sociétés contemporaines, je terminerai là-dessus, Béranger si tu veux bien. Il considère que le problème principal des sociétés contemporaines, donc par rapport, je le rappelle, à cette vision que c'est la violence qui structure les sociétés, il pense que les sociétés contemporaines ont perdu ce rempart contre la violence mimétique. Et du coup, il parle d'un absolutisme, d'un désir vide de sens, une sacralisation de la compétition, ça c'est le libéralisme en est la plus belle des expressions, et une violence sacrée qui est perdue. Je vous donne une dernière citation de René Girard. Il semble qu'on se dirige vers un rendez-vous planétaire de toute l'humanité avec sa propre violence. Dans un univers vraiment globalisé, le renouveau aux escalades violentes va forcément devenir, de façon toujours plus manifeste, la condition sine qua non de la survie. Bon voilà, René Girard prévient que cette disparition des religions, cet athéisme collectif, va forcément déboucher sur des complications. Il parle même de psychosocial, de difficultés à vraiment arriver à vivre ensemble, parce que cette violence, qui structure nos sociétés n'est plus contenue dans nos rapports avec le mimétisme, n'est plus contrôlée. Ouais. Voilà, messieurs, je ne sais pas si ça vous a intéressé ce petit exposé. Si vous avez compris déjà, ce serait bien que mes voisins aient compris. C'était très clair, en tout cas. Ouais, c'était très clair. Donc René Girard. Je n'ai lu un seul livre de lui, mais c'est le plus célèbre. La violence et le sacré, c'est à lire et à relire parce que voilà, c'est un moyen d'expliquer les sociétés contemporaines qui est vraiment intéressant. Ouais, la complexité, c'est des trucs qui servent au quotidien, quoi. Quand il y a des choses qui se compliquent dans vos vies, ça permet de prendre de la distance et de se dire attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il se comporte comme ça avec moi? Ah d'accord. D'accord. Et du coup, ça permet justement de contrôler la violence. Bien sûr. Tout simplement. Alors sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles qui ont un peu duré, mais c'est pas grave. Et pour clôturer donc cette chronique. Cette chronique, nous allons écouter du Bobby Lapointe. Donc on va écouter Aragon et Castille, donc ça date de 1960. C'est parti. C'est un extrait de Bobby Lapointe. On écoute Bobby Lapointe.